Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de notre émission Eco Co. Aujourd'hui, nous recevons c'est Mohamed Saad, directeur général adjoint de la Bourse et aussi un grand expert du digital. Et justement, il va nous parler du digital au Maroc et des perspectives de développement au Maroc et dans le monde. C'est Mohamed Saad, bonjour. Bonjour Nabil. Une petite carte visite pour vous présenter. Alors, la fonction que j'occupe aujourd'hui, c'est directeur général adjoint de la Bourse de Casablanca et j'interviens aussi près d'un certain nombre d'universités d'écoles d'ingénieurs pour partager de la connaissance. Vous venez de sortir un livre sur le digital, qui s'appelle le digital, Le j'imagine. digital, de l'efficience à l'excellence. Est-ce que ça sert à quelque chose aujourd'hui de parler du digital au Maroc? Alors, oui. Alors d'abord parce que il y a 4 ou 5 mois, il y a eu la sortie et la déclaration du gouvernement de Maroc Digital 2030, qui est la feuille de route. Entre-temps, il y a eu changement du ministre et donc aujourd'hui, la ministre, Madame Amel Fellah Saghrochni. Donc justement, l'ambition, elle est engagée et motivée. Moi, je l'ai vu après sa nomination. Donc, elle est toute motivée, donc justement, pour mettre en place cette feuille de route Digital Morocco 2030. Je sais que c'est pas à vous de juger les politiques publiques en la matière ou même pas de les commenter, mais puisque vous en parlez, il y a eu quand même une petite polémique par rapport au projet Maroc Digital 2030. Mhm. D'aucuns disent qu'il a été élaboré vite fait, d'autres disent qu'il est un peu trop ambitieux. Qu'est-ce que vous en pensez? Tu as parfaitement raison, c'est Nabil. C'est vrai qu'on en a parlé en long et en large et en travers. Et peut-être si on en a parlé, c'est parce que les Marocains ont beaucoup attendu une feuille de route du digital. Ce qu'on voit et on regarde ce qui se fait ailleurs, les budgets qui sont consentis pour ce genre de projet. Et on sait que le Marocain est avide, donc justement, d'un service public qui est à l'image de ce Maroc qui se développe. Et donc, s'il y a un secteur, peut-être, entre guillemets, ça n'engage que moi, s'il y a un secteur qui n'a pas vraiment connu un développement sur les 12 dernières années, c'est le secteur du digital. D'abord, de par le manque d'automatisation d'un certain nombre de services, de par le fait qu'il y a très peu de startups qui lèvent des capitaux, des startups marocaines qui lèvent des capitaux. On est relativement pas très bien classé. Nous sommes 5e, 6e en Afrique en termes de levée de capitaux, mais aussi en termes de nombre de startups. La recherche et développement et l'innovation au sein de nos universités n'est pas la meilleure, ni dans notre région, ni dans notre continent. On va dire l'un des facteurs clés de succès de la réussite des startups, c'est d'avoir de la recherche et développement et de l'innovation dans nos universités. Ce que nous avons construit et fait dans les années 2000, dans tout ce qui est offshoring, le Casamir Shore, Technopolis, etc., était vraiment une réussite en la matière. On n'a pas capitalisé sur ça, il n'y a pas eu de suite. Dans les années, au-delà des années 2010, il n'y a pas eu vraiment de développement de ce secteur. Et pourquoi, à votre avis? Qu'est-ce qui s'est passé? D'abord parce que il y a eu Maroc numérique 2013, si tu te rappelles, auquel nous avons consenti un budget assez intéressant. Il y a eu une vision d'un certain gouvernement. Il y a eu quelqu'un qui s'appelle Ahmed Rida Chami, qui lui vient donc justement de ce domaine. Il a sillonné le monde à la tête de grandes entreprises et Signalant qui que c'est est un ancien Microsoft. voilà, et donc il est venu avec une feuille de route. Et donc il a mis en place ce qu'il a réussi à faire. Bon, par la suite, il y a eu pas mal d'audits, d'inspections de la Cour des comptes, etc. Mais on va dire qu'il y a eu quelque chose, il a légué quelque chose d'assez intéressant. Alors par la suite, un autre gouvernement est venu en fait pour mettre un peu d'ordre. On a attendu 2016 pour créer l'Agence du développement du digital, un certain nombre de lois pour la protection de données personnelles, sur la cybersécurité, la création de la CNDP. Il y a eu des choses. On va dire qu'entre 2010 et 2020, c'est l'année de tout ce qui est réglementation, de tout ce qui est loi, de tout ce qui est institution. Sauf que on aurait pu accompagner ça en parallèle par le développement du secteur, de l'industrie du digital. C'est Nabil que même le nouveau modèle de développement n'a pas parlé d'une industrie du digital. Il a parlé du digital comme étant un levier de développement et de croissance, mais il n'en a pas parlé en tant qu'industrie, alors qu'on peut l'être. On peut créer du logiciel, on peut créer du cloud, on peut amener un certain nombre de pays africains à venir héberger chez nous. Et donc, on peut, aujourd'hui, cet objectif d'être vraiment un hub africain en matière digitale, on aurait pu le lancer dans les années 2010. Bon, à date d'aujourd'hui, c'est un objectif
J'espère qu'on va mettre les moyens nécessaires pour y arriver. Alors, si Mohamed, moi, votre position m'interpelle parce que je suis aussi l'actualité de par mon métier et j'ai une certaine vision par rapport à la place que doit avoir effectivement le digital. Aujourd'hui, ce n'est plus, c'est plus qu'un simple secteur à développer, c'est une manière de faire l'économie et même une manière d'exister. Aujourd'hui, la tendance, c'est à la dématérialisation complète et donc au digital. Quand vous parlez d'innovation start-up, il y a l'UM6P, il y a des fonds qui sont dédiés à la création de startups et à l'innovation. J'ai en tête, mais vite fait, Tiabuilcom, j'ai tout ce que font. Il y a la CDG aussi. Il y a effectivement aussi tous les centres d'hébergement de startups type Technopark, Technopolis, Assalé, etc. Donc, on a le sentiment que c'est quelque chose. Il y a une infrastructure qui existe. Mieux que ça, il y a aussi les consommateurs avides de produits digitaux, des applications. Il y a toute la partie e-commerce aujourd'hui qui est prise en charge par les petits entrepreneurs. Et en plus, c'est un secteur transverse. C'est un secteur à développer pour l'ensemble de l'économie. Tout à fait. Est-ce que c'est un déphasage entre deux visions, celle de quelqu'un qui est de l'intérieur et d'un simple observateur externe, ou est-ce que peut-être qu'on a besoin d'autres indicateurs pour appuyer sur votre vision, par exemple en termes d'incidence sur la croissance du PIB, par exemple? Vous avez beaucoup de choses très pertinentes que tu viens de citer. 36 millions de consommateurs, moi je vais te dire, pour une licorne, ce n'est pas assez. Quand on sait que dans donc justement cette feuille de route Maroc Digital 2030, on a inscrit quelque chose comme 2 à 3 licornes à horizon 2030 et des gazelles à horizon 2026. 2 ou 3 gazelles à horizon 2026. Sachant qu'une licorne, c'est une valorisation d'1 milliard de dollars et une licorne, c'est 500 millions de dollars. Alors, quand on a HPS, qui est l'un des fleurons de notre industrie aujourd'hui, qui a quelque chose comme une trentaine d'années d'existence, et donc la valorisation, bon Dieu merci, elle est cotée sur la bourse Casablanca, sa valorisation, elle est entre 5 et 6 milliards de dirhams. Elle n'arrive même pas à être une licorne. Comment est-ce qu'on peut espérer avoir 2 ou 3 licornes à horizon 2030 en l'espace de 4 ou 5 ans? Je suis curieux de savoir comment est-ce qu'on peut faire. 36 millions de consommateurs, ce n'est pas assez, parce que quand on veut devenir une licorne, il faudrait considérer les 6-7 milliards d'habitants sur Terre. Et donc de venir avec des idées innovantes qui peuvent donc justement adresser on va dire le monde anglo-saxon, le monde francophone et puis d'autres pays et puis se développer et lever des capitaux. Donc comment est-ce qu'on va faire? Je ne sais pas, hein, je vais attendre pour voir Maroc Digital Morocco 2030, comment est-ce qu'il va y arriver pour faire les deux ou trois licornes. Alors la recherche et développement est née en fait partout dans tous les pays. Enfin, j'ai fait Silicon Valley, j'ai fait Bangalore en Inde et donc on comprend mieux quand on est à la Silicon Valley que c'est quelque chose qui doit être développé entre le secteur économique, les entreprises et l'université et la recherche. Vous avez des profs chercheurs qui vont être à la tête de laboratoires, qui vont avoir un budget assez important et donc les entreprises, ils viennent mettre un budget sur ce laboratoire pour lui dire tu travailles sur telle composante, tu travailles sur tel brevet et donc quand tu vas y arriver, on récupère le brevet et puis tu es rémunéré, donc les chercheurs sont rémunérés et c'est comme ça que ça se fait. Cisco, qui fait pratiquement la moitié du PIB du Maroc, elle est née à la San Francisco University. Donc, c'est une université, un prof-chercheur et son épouse. Donc, Cisco, qui fait la moitié du PIB du Maroc, c'est l'histoire d'un prof-chercheur avec son épouse. Ils ont développé un modem et puis par la suite, c'est parti dans des routeurs et donc c'est aujourd'hui, c'est eux qui connectent le monde, c'est eux qui connectent Internet, Cisco. Et donc, c'est des choses qui vont naître entre des universités, des profs-chercheurs et l'entreprise. Tu as parlé de l'UM6P, c'est l'un des meilleurs exemples dont on peut parler. C'est ce rapprochement OCP-UM6P. Alors, imagine si on en a plusieurs, des Tijari Wafa qui vont se rapprocher d'autres universités, des industries, Managim, etc. On a de grandes entreprises, mais imagine que ce même modèle, on peut l'extrapoler, ce même modèle OCP-UM6P, si on peut l'extrapoler, si on n'a que 4, 5, 6 champions au Maroc,
on peut en sortir des centaines de startups par an. Ces centaines de startups, donc la loi statistique, logique, dit que sur les centaines de startups, tu vas en sortir 5 qui, eux, elles peuvent scaler, elles peuvent scaler et donc ils peuvent lever des capitaux et sortir des innovations. Tu as cité le modèle américain. Bien sûr, c'est le modèle avec un grand L. Effectivement. Et là encore, j'ai ma petite idée, Oui. qu'elle est un peu moins Non, mais consistante que la tienne. C'est que, un, il y a une innovation. Quelqu'un qui se dit, moi j'innove. On a parlé tout à l'heure de Schumpeter. On est complètement dedans. effectivement. Celui qui est dans son garage, il bricole et il invente quelque chose. Je pense qu'au Maroc, dans chaque quartier, il y a un inventeur de la sorte. Après, qu'est-ce qui se passe? Il y a la recherche de fonds. Et là, la bourse, elle va jouer le jeu. Les Américains, ils prennent le risque, capital risqueur, etc. Je pense que c'est à ce niveau-là qu'on a. Aussi, un maillon très important parce Où que sont les preneurs de risques? oui, oui, effectivement, tu as parfaitement raison. Donc justement, c'est dans la culture, donc justement de l'américain ou de l'asiatique, prendre un risque, hein. C'est pour ça que tu vas avoir des joueurs de casino à Macao, c'est des Chinois, et donc c'est des gens qui vont prendre le risque, qui aiment jouer. Et donc, ils vont parier sur une centaine de startups ou d'entreprises ou de fintech. Et donc, si on en a que 2 ou 3 qui vont sortir, ben, elles vont payer pour toutes les autres, hein, pour tout ce que j'ai mis comme mise. Et donc, ça, c'est ce mindset qu'on veut, qu'il faudrait qu'on inculque à nos investisseurs. Plutôt que d'aller chercher un café ou un beau restaurant et mettre dessus 20, 30, 40 millions de dirhams, ben, je le fais sur 10 startups. Si j'en sors une seule, ça va payer pour toutes les autres. Mais c'est un mindset, hein. C'est vraiment un état d'esprit. Il y a aussi l'autre mindset, hein, si on veut reprendre la même terminologie, qui consiste à avoir une certaine vision du monde. Par exemple, en parlant de digitalisation, on a vu les exemples Netflix, Uber, etc. On sait très bien que ce sont des modèles qui sont à aujourd'hui perdants en termes financiers purs et simples, mais qu'on continue à financer. Là, c'est plus que de la finance, il y a aussi une certaine idéologie du digital. Est-ce que le Maroc, on sait qu'on est un empire très ancien qui a aussi sa culture, sa façon de voir le monde. Est-ce qu'on ne peut pas faire du business aussi à partir de là? On a une certaine vision, par exemple l'Afrique, l'ambition africaine, ça peut être un idéal porteur au service du digital. Quel commentaire pourriez-vous Ce qui est intéressant, c'est d'avoir ce partenariat public-privé. Bien évidemment, bah, l'État, elle viendra apporter une certaine stabilité, mais aussi une certaine vision à moyen long terme. Là, par exemple, quand tu me dis l'UMC, je prends cet exemple de l'UM6P avec son data center à Ben Guerir, avec son cloud à Ben Guerir. Moi, je veux bien voir pourquoi est-ce que l'État ne va pas peut-être donner un incentive aux PME pour leur dire, plutôt que d'aller acheter de l'infrastructure, bah, on a un data center qui se respecte sur Ben Guerir, bah, logez vos données là-bas. Vous avez un cloud, et donc plutôt que d'aller acheter un ERP à coût de centaines de milliers de dirhams, on va avoir une solution sur le cloud de l'UM6P. Et donc, du coup, vous allez vous plugger. Il suffit d'avoir une connexion Internet. Pluguez-vous et donc utilisez Je le ferai aussi avec des administrations. Pourquoi est-ce qu'un certain nombre d'administrations vont se construire leur data center à coût de centaines de millions de dirhams? Pourquoi est-ce que dans un gouvernement, je vais trouver, allez, 10, 15 data centers, chacun coûte 20, 30 millions de dirhams, alors qu'on a une offre d'hébergeurs au Maroc, il y en a 7 ou 8 qui se respectent au nord, sur Sapino, Astat, Marrakech et Ben Guerir. Et donc, on peut créer une offre de valeur et puis chercher une économie d'échelle pour que les administrations, les entreprises publiques, semi-publiques, les PME puissent un peu utiliser cette infrastructure et bénéficier de cette infrastructure qui existe déjà. Donc ça, c'est des choses low hanging fruit, comme on dit, c'est-à-dire c'est quelque chose il suffit tu vois, d'une vision, hein. Il suffit d'une vision d'un gouvernement avec la CGM, avec d'autres partenaires pour concrétiser ce genre d'initiative et ne pas, excuse le terme, ne pas jeter de l'argent par la fenêtre. Donc, construire son data center, c'est un métier. D'abord, gérer un data center, c'est un métier. L'opérationnaliser, c'est un métier. Le maintenir, c'est un métier. Le faire certifier, c'est un métier. Ce n'est pas le métier d'une administration. Si je suis une administration quelconque, ce n'est pas mon métier de construire un data center et de le maintenir, de faire tout ça. Bon, le verre, il a aussi une moitié pleine. Oui. Et dans ton livre, tu cites quelques use cases à partager. Oui, oui. Restons sur le e-gov, par exemple. Il y a un exemple qui est
assez pertinent, c'est l'Estonie. Donc, je suis rentré en contact avec un certain nombre d'officiels en Estonie pour que je puisse comprendre pourquoi et comment ils en sont là. Je sais qu'en Estonie, 99% des services publics sont automatisés, digitalisés. Je savais. Tu peux te réveiller à 3 heures du matin, hein, tu as une petite faim ou peut-être petite soif et tu te rends compte que tu n'as pas demandé ton extrait d'acte de naissance. Tu ferais quoi au Maroc? Ah, tu le mets sur ton téléphone, il faudrait qu'il sonne à 7 heures du matin, que tu ailles à l'arrondissement, que tu attendes je ne sais qui, X, Y, Z, ou Je pense qu'il est digitalisé aujourd'hui. qu'il est digitalisé, tant mieux. On va comme ça. Alors, en Estonie, en 2, 3 clics, tu reçois ton acte de naissance à 3 heures du matin. Tu le demandes à 3 heures du matin. Tu l'as à 3 heures du matin et 30 secondes. Tous les services, mis à part le divorce et l'enregistrement des taxes, enfin des biens immobiliers, tous les autres services sont digitalisés. Et on va me dire, oui, mais peut-être ils sont partis d'une page blanche en 2005-2006. Ils sont partis d'une page blanche et ils ont tout construit. À travers ta carte d'identité nationale digitalisée, tu peux prendre le bus, tu peux retirer de l'argent et tu peux prendre un rendez-vous chez ton médecin. Carte d'identité nationale d'IELNA, elle permet de faire tout ça. Mais je parlais du use case nationaux dans ton livre. Nationaux, alors j'ai traité de la bourse de Casablanca et donc dans notre big projet de refonte de la plateforme aujourd'hui, tu sais que la plateforme de cotation électronique qu'on utilise est la même que celle de la bourse de Londres. Donc ça méritait un use case, j'en ai parlé, comment est-ce que c'est un projet qui a pris 3-4 ans, mais qui nous a permis d'être à la page en termes d'outils de digitalisation et d'informatisation du marché. Je parle aussi du CIH Bank, c'est un exemple en la matière dans le secteur bancaire. On connaît très très bien le CIH, comment est-ce qu'il était dans les années 80 et 90. Il aurait fallu que Ahmed Rahou prenne les rênes et qu'il insuffle un vent nouveau de digitalisation. Par la suite, le flambeau a été pris par Lotfi Sqat et donc ça continue en termes de digitalisation. Ce sont les deux use cases que j'ai cités. En plus du use case John Deere, qui est un constructeur de tracteurs, et un autre use case d'une chaîne de télévision américaine qui s'est digitalisée aussi, et aujourd'hui c'est l'un des plus grands dans le marché en matière de data. Donc, on a parlé de digital, innovation, start-up, etc. Aujourd'hui, on passe à une nouvelle phase qui est l'intelligence artificielle. Oui. Bien sûr, c'est un monde d'opportunités, mais j'ai envie, avec ça, d'apporter un petit élément qui pourrait peut-être relativiser. Avec l'intelligence artificielle, on passe du mode expert en informatique à quelque chose qui est censé être complètement vulgarisé. C'est-à-dire que n'importe qui, voilà. Effectivement. La programmation, l'innovation, la création. Tout. Donc, c'est encore un doublement des opportunités possibles, mais aussi c'est peut-être une relativisation de tout ce discours sur la digitalisation qui a l'air davantage un débat entre experts. On ira aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. Et comment ça pourrait être un boost pour l'ambition que tu as pour le digital au Maroc? Alors, comme tu le dis, Nabil, elle est pleine d'opportunités. L'intelligence artificielle, elle existe depuis 1956 et donc cette conférence de Dartmouth où des mathématiciens se sont réunis donc justement pour parler d'algorithmique et comment est-ce que l'algorithme il peut créer aussi de la connaissance lui-même seul, et donc c'est pour ça que dans les années 60 et 70 on parlait des systèmes experts. Une baisse un peu des résultats des chercheurs dans les années 70 a réduit les budgets à mettre dans ce genre de recherche. C'est pour ça qu'il y a eu une traversée du désert dans les années 70 et 80. Et donc, avec l'avènement de tout ce qui est Internet, réseaux sociaux et donc la disponibilité de la data, l'algorithme a trouvé un milieu propice pour se développer et créer de la connaissance. Et donc, autour des réseaux sociaux, autour de la big data, on a testé et donc on a créé tout ce qui est deep learning, machine learning. En 97, il aurait fallu qu'un Deep Blue puisse battre un champion des jeux d'échecs, Garry Kasparov. Dans les années 2000, il y a eu aussi l'Isidol avec le jeu Go qui a été et donc
battu par cette intelligence artificielle de Google. Par la suite, Watson a joué le jeu Jeopardy aux États-Unis et donc il a pu aussi gagner. Et on a commencé à se dire, attention, c'est quelque chose qui est en train de frôler l'intelligence humaine. Alors, il aurait fallu qu'en 2016-2017, cette entreprise qui s'appelle OpenAI et donc Elon Musk avec Sam Altman et un certain nombre aussi d'actionnaires puissent lancer cette fondation, surtout investiguer le comment est-ce qu'on peut simuler le langage humain et créer quelque chose. 2022, fin 2022, il y a eu et avant il y a eu donc ChatGPT, pour ceux qui ne connaissent pas ChatGPT 1, 2 et 3 qui est sorti fin 2022, par la suite 3.5, la 4. Et fin 2024, ce qu'on n'a pas vu au mois de décembre 2024, parce que c'est là où ça a explosé, Sam Altman avec ses développeurs, ils ont annoncé que 2025 va être l'année de l'explosion de l'intelligence artificielle. Et donc avec les deux versions O1 et O3, et c'est pour ça qu'il y a eu un développement incroyable. On a vu les Chinois DeepSeek, et on a vu aussi Grok, qui est l'intelligence artificielle d'Elon Musk, et puis d'autres modèles français, canadiens. Alors, comme tu l'as dit, c'est plein d'opportunités et c'est en train de bousculer l'intelligence humaine. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je ne peux pas être et un expert digital et un médecin et un spécialiste en coaching et un journaliste. Donc, ce n'est pas possible. Une intelligence artificielle, elle peut être tout cela en une seule machine. Sauf ta femme. Voilà, donc c'est bien dit, c'est bien dit. Et donc, éventuellement, les opportunités sont énormes. Pour ceux qui savent en tirer le meilleur profit, ça va être quelque chose d'extrêmement important pour un certain nombre de secteurs d'activité. Alors, il y a un risque. Ceux qui disent que ça va tuer des jobs et des postes de travail. Ce que je dis, c'est que ça va peut-être tuer des postes, ceux qui ne savent pas faire de l'intelligence artificielle un vrai outil de travail. Ceux-là, ils vont être vraiment mis à carreau et mis à côté. Par contre, ceux qui vont savoir l'utiliser et développer leur performance, ça va leur permettre de gagner en productivité, de faire plus, de faire mieux. Et donc ça, il faudrait qu'on en soit conscient. Et donc pour moi, le métier de journaliste ne va pas disparaître, le métier d'un développeur informatique ne va pas disparaître. Si tu utilises de l'intelligence artificielle pour améliorer ce que tu fais, tu feras plus et mieux. Si un journaliste ne peut produire qu'un article par jour ou par semaine, il pourra faire plus et mieux avec de l'IA. De même, pour le développeur informatique, si il ne peut faire qu'une centaine de lignes de code par jour, avec de l'IA, il peut faire plus. Donc pour moi, je la vois vraiment comme une opportunité, tout en gardant en tête qu'il faudrait qu'on pense à tout ce qui est éthique, bien évidemment, protection des données personnelles et puis tous les risques qui s'en suivent. Justement, en termes parce que ma question elle concernait davantage le volet macroéconomique. Oui. Est-ce il ne faudrait pas actualiser la stratégie nationale du digital à la lumière du développement de l'IA? Oui. Est-ce que deux, ça n'impose pas justement un effort supplémentaire et peut-être plus rapide en termes de stockage de données ici au Maroc, en termes de cloud, etc.? Très bonne question. Alors, d'abord, d'un point de vue macroéconomique, c'est sûr que Digital Morocco 2030 va connaître, on va dire, un update, une mise à jour, une actualisation pour que l'intelligence artificielle, j'en parlais à la ministre après son intronisation, je suis parti là. Rappelons qu'elle est une grande experte en intelligence artificielle. Exactement, et qui est motivée, engagée complètement pour faire de l'intelligence artificielle quelque chose de vraiment inclusif pour les femmes peut-être qui sont dans des zones défavorisées, qui ne parlent pas l'arabe. Aujourd'hui, tu as des applications qui vont leur permettre de déchiffrer des documents qui viennent de l'administration, de dialoguer, de proposer leurs produits. Donc ça, c'est des choses qui existent. Il y a des applications qui font ça. Sur un deuxième volet, donc bien évidemment, l'intelligence artificielle, elle va demander de la data. Et donc, ta question, elle est très pertinente parce qu'il y a un sujet dont on ne parle pas vraiment, c'est tout ce qui est open data. C'est tout ce qui est data, la donnée que les administrations, les secteurs publics peut en fait sortir, la partager avec ces startups. Quand tu parles de startups, quand tu vas te développer le meilleur programme,
du Il monde, faut se plugger sur... il faut quelque chose pour qu'ils puissent bien expérimenter sûr. ça. Et donc, amusons-nous à chercher uniquement les pharmacies de garde. Moi, je défie quiconque à trouver cette Ah information-là. oui, bien sûr, c'est un vrai problème. ما كاينينش. Bien sûr. On n'en a pas. Ouais. Donc, pharmacie de garde, qui c'est qui communique sur où est-ce qu'on peut trouver ça? Alors, il m'est arrivé une expérience incroyable sur Tarazout où j'ai trouvé des Japonais, C'est incroyable. la japonaise avec son œil comme ça, qui était en train de chercher la pharmacie de garde. On a fait le tour de Tarazout, de Agadir, de tout ce que tu veux. On n'a pas trouvé de pharmacie de garde. Compliqué. C'est affiché nulle part. Il n'y en avait pas. Et donc, il est revenu à son hôtel avec l'œil comme ça. Wow. Et puis, quand tu veux faire un week-end sur Barcelone, tu rentres sur l'App Store, tu vas trouver une pléthore d'applications pour faire de ton week-end la meilleure expérience. Essayons de faire la même chose sur Agadir ou sur Marrakech. Il y a très peu d'informations. Et donc, l'open data, d'abord, qui doit être développé par les administrations, entreprises publiques, semi-publiques, mais aussi le privé. C'est quelque chose de très important. Alors, sur ça, on peut plugger notre intelligence artificielle, nos algorithmes. On est d'accord tous les deux sur le fait que l'intelligence artificielle, c'est, comme on a dit, un monde d'opportunités. Est-ce qu'on a les ressources, justement, les ressources humaines pour pouvoir porter tout ça? Alors, j'avais relativisé en disant que l'intelligence artificielle, c'est destiné à tout le monde, parce qu'aujourd'hui, on peut même mal écrire et l'intelligence artificielle comprendra. Exact. Mais est-ce que ça ne nécessite pas quand même un minimum d'expertise pour partir sur un niveau de développement industriel de l'intelligence artificielle? Et comment répondre à ce besoin aujourd'hui au Maroc? J'ai en tête aussi le même souci pour tout ce qui est développement durable, renouvelable. C'est les mêmes problématiques qui se posent. Effectivement, question encore une fois très pertinente, Sinabil. C'est quand on a parlé de l'Estonie, et l'Estonie, ils ont le plus grand taux de formation au digital et aux technologies des jeunes en Europe. Et donc, bien évidemment, ça ne commence pas uniquement par les jeunes, parce que les jeunes, ils sont déjà dedans. Hein. Les jeunes, on va trouver qu'ils connaissent très bien, qu'ils vont sur des sites, sur des applications, etc. Mais l'acculturation, elle commence aussi par les seniors, par les moins seniors, par ceux pas uniquement de l'axe Casa-Knetra, mais il faut aller chercher les autres qui sont sur des zones lointaines de cet axe-là, les former, les acculturer. Et comme tu le dis, est-ce qu'on a les compétences pour porter cette intelligence artificielle et ce digital au Maroc? Alors, bien évidemment, nous avons des écoles d'ingénieurs, nous avons des jeunes qui sont matheux, on se dit qu'on a une matière grise qui est scientifique, matheux, etc. Bon, d'abord, je ne le vois pas sur les concours internationaux, d'abord. Et ensuite, quand bien même on en a cette matière grise, il faudrait que nos curricula des universités et des écoles d'ingénieurs se mettent à jour. Et donc, ça aussi, c'est une autre... Et puis aussi, le formateur, hein, nos profs, il faudrait qu'ils se mettent à jour parce que l'intelligence artificielle, telle que moi, par exemple, je l'ai apprise sur les bancs d'écoles d'ingénieurs dans les années 80 et 90, n'est pas cette IA qu'il faudrait qu'on enseigne à nos jeunes aujourd'hui, en 2025. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Et pour les jeunes, et pour les formateurs, et donc et pour les seniors, on en a parlé. Et donc ça, c'est un programme vraiment qui doit commencer à, je vais dire, du primaire jusqu'au senior, hein, jusqu'aux âges très avancés de la vie. Et en effet, beaucoup d'opportunités, mais aussi beaucoup de défis. De défis. Et ce sont des défis qui sont très urgents et la technologie nous impose son rythme et ça va de plus en plus vite. On est d'accord. C'est Mohamed Saad. Merci beaucoup pour ce tour d'horizon du monde du digital. Je rappelle que vous êtes directeur général adjoint de la Bourse de Casablanca. Et si vous permettez, on rappelle aussi le titre de votre livre, Le Digital. De l'efficience à l'excellence. De l'efficience à l'excellence. Je vous conseille, mesdames et messieurs, d'aller le chercher. Merci beaucoup encore une fois et à très bientôt. Merci pour l'invitation, Sinabil.